Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, et grand merci de nous rejoindre à ce webinaire organisé par l'AT2E et l'ADEME consacré à la décarbonation de l'industrie. Alors, quand on parle décarbonation, on pense sobriété énergétique, à condition de pérenniser, bien sûr, dans le temps les gains, mais aussi et surtout efficacité énergétique, un point sur lequel il faut faire des efforts encore très importants. Ensuite, la valorisation de chaleur fatale, les énergies thermiques renouvelables, la biomasse, la géothermie, le solaire thermique, la modification du mix énergétique avec l'électrification des procédés, la modification du mix matière, le recyclage ou l'utilisation d'intrants alternatifs, et enfin le captage, le stockage et l'utilisation du CO2. Donc tous ces leviers sont indispensables pour atteindre les objectifs très ambitieux de la stratégie nationale bas carbone pour l'industrie, à savoir moins 35% à l'horizon 2030 et moins 81% à l'horizon 2050. Sachant que l'industrie représente entre 19 et 20% de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, dans un premier temps, avec Angelina Sauvage de l'équipe Pacte Industrie, on va vous dire quelques mots sur cet outil qui vous aide à définir et à mettre en œuvre votre stratégie de décarbonation. Et ensuite, avec les experts de l'équipe décarbonation de l'ADEME, eh bien, on va présenter effectivement ce nouvel appel à projet Décarbone 25. Donc Angelina, peut-être si vous voulez dire quelques mots de Pacte Industrie. Bonjour à toutes et tous. Oui, pardon Paul. Bonjour, oui, avant de laisser la parole à Angelina, donc Paul Germain de l'équipe décarbonation, je vais peut-être vous présenter la première slide qui fait un rapide panorama des dispositifs d'aide à l'industrie qui sont en relation avec l'ADEME, sur lesquels on est opérateur. Et puis après, je laisserai la parole à Angelina. On peut tout de suite passer à la slide suivante. Voilà, alors slide très rapide pour expliquer tout simplement qu'on est à l'ADEME à la fois sur les études, l'accompagnement et la formation pour aider les industriels à concevoir des projets qui permettent de se décarboner. Et c'est dans ce cadre-là que Pacte Industrie existe et que le coaching financier qui va vous être présenté existe. C'est des outils d'aide à la décision. Et puis, on a cette deuxième partie qui est consacrée donc au déploiement et qui vont être des aides au CAPEX ou à l'OPEX et dans lesquelles on va retrouver Décarbone 25 qu'on va vous présenter aujourd'hui et là-haut grand projet industriel de décarbonation qui ne vous sera pas présenté aujourd'hui, mais on en reparlera rapidement en fin de webinaire. Voilà, ces deux appels à projets qui ont été lancés en fin d'année 2024 ou tout début 2025 et qui sont aujourd'hui ouverts. Je laisse la parole à Angelina pour donc cette première partie sur le coaching financier de Pacte Industrie. Donc, merci Paul, bonjour à toutes et tous. Donc Angelina Sauvage, chef de projet Pacte Industrie sur le volet financement. Donc je vous propose de vous présenter, de faire un rapide rappel de ce qu'est le programme Pacte Industrie avant d'enchaîner sur la présentation du volet financement du programme Pacte Industrie. Alors, donc le programme Pacte Industrie, c'est vraiment un programme d'accompagnement et de montée en compétences pour structurer votre démarche de décarbonation. Donc, pour rappel, c'est un programme qui s'étale sur la période 2023-2026, qui est financé par les certificats d'économie d'énergie et qui a pour objectif de former 2700 acteurs de l'industrie et d'accompagner 1700 sites et groupes industriels. Donc, ce programme est porté par l'ADEME et la T2E et il a vraiment pour vocation à massifier et à apporter une réponse à vos besoins pour la transition énergétique et bas carbone de votre industrie. Donc, c'est un véritable panel de solutions, d'une part pour vous aider à monter en compétences et d'autre part pour structurer votre démarche de décarbonation. Bien évidemment, ce programme est accompagné d'un certain nombre d'aides et donc vous bénéficiez d'un soutien financier dans votre démarche de structuration de votre décarbonation.
Si on veut regarder le programme Pacte Industrie dans la démarche plus globale de la décarbonation, on voit qu'il s'inscrit dans sur de nombreuses étapes de cette démarche de décarbonation. Donc, après une première étape qui consiste à réaliser un état des lieux à travers un outil énergétique, on va s'intéresser à la structuration de sa démarche, à la fois sur le volet énergie et sur le volet stratégie. Et là, effectivement, Pacte Industrie a développé une offre sur à la fois le volet management de l'énergie qu'on va vous présenter rapidement juste après et le volet stratégie de décarbonation. La troisième étape, eh bien, une fois qu'on a structuré et qu'on a établi une stratégie de décarbonation, on va passer à l'action et pour ce faire, on va avoir dans le cadre de Pacte Industrie tout le volet financement avec les coachings financiers qu'on va vous détailler un petit peu plus aujourd'hui. Mais on a aussi sur tout cette démarche de passage à l'action, les études de faisabilité et les aides à l'investissement dont on va parler un peu plus tard avec les actualités là sur les appels à projets que vous présenter mes collaborateurs. Et puis la dernière étape, c'est l'étape d'évaluation et de certification de sa démarche. Et là aussi, avec Pacte Industrie, on aborde cette dernière démarche de cette démarche de décarbonation de l'industrie. Alors, je propose qu'on balaye rapidement à la fois le volet management de l'énergie, le volet stratégie, puis on va faire un focus sur le volet financement. Donc, je vous laisse, Daniel, présenter le volet management de l'énergie, et puis je présenterai la partie stratégie et j'enchaînerai sur le volet financement de ce programme. Ok, merci. Alors, effectivement, on vient de parler de 3 volets, un volet formation, un volet études et un volet accompagnement. C'est ce qu'on retrouve sur ce slide. Sur la gauche, vous avez ProFEI, c'est la formation des responsables énergie décarbonation dans vos usines. Donc, c'est une action formation-action, je dirais. Ça commence par un MOOC pour que tout le monde parle le même langage. Ensuite, 2 jours de formation en présentiel. Et puis, un coaching sur site, c'est-à-dire qu'un expert viendra vous aider à mettre en place les premières actions de maîtrise de l'énergie. Il n'est pas là pour faire à votre place, mais il est là pour vous aider réellement à passer à l'action après la formation théorique. Ça, c'est ProFEI, formation des responsables énergie décarbonation. Au milieu, vous avez l'étude d'opportunité pour le mix énergétique. Donc, au-delà de l'audit énergétique, qui porte beaucoup sur l'efficacité énergétique, là, on va s'intéresser beaucoup à la chaleur fatale, aux énergies renouvelables, aux synergies locales. On va faire des analyses multicritères, on va regarder la compatibilité entre ces différentes solutions et vous aider à définir une feuille de route. Et sur la droite, ProSMEN, programme qui est, je crois, bien connu, il est là pour vous aider à mettre en place le management de l'énergie, donc à travers la norme ISO 50001. Donc là, les choses sont très simples. Lorsque vous avez pris votre décision, vous vous inscrivez et vous revenez nous voir lorsque vous êtes effectivement certifié ISO 50001. Et la prime est égale à 20% de vos dépenses d'énergie annuelles avec un plafond de prime de 40 000 €. La seule chose que je souhaite dire ici, c'est qu'il faudrait être certifié avant fin mai 2026, compte tenu des dates actuelles du programme Pacte. Donc, ça veut dire qu'il faut vous engager dès maintenant, parce qu'en général, il vous faut entre 12 et 18 mois pour être certifié. Donc, engagez-vous rapidement pour pouvoir bénéficier de cette prime. Donc, voilà les trois points sur le volet management de l'énergie que l'on trouve dans Pacte Industrie. Merci Daniel. Alors, pour enchaîner sur le deuxième volet du programme Pacte Industrie, qui est le volet stratégie. Donc là, sur le volet stratégie de décarbonation, on a d'abord un premier accompagnement qui consiste à élaborer sa stratégie de décarbonation avec la méthodologie acte pas à pas. Puis on a un deuxième accompagnement qui permet de construire sa trajectoire d'investissement bas carbone et là de définir des trajectoires d'investissement à horizon 10 ans sur les différents leviers énergétiques des sites industriels. Pour ces deux accompagnements, cette approche est complétée par une formation qui s'appelle Développer sa stratégie de décarbonation, qui permet de travailler sur la méthodologie acte pas à pas, qui est une formation qui s'adresse principalement aux dirigeants et responsables RSE et qui va mixer à la fois du e-learning et de la formation en présentiel.
À côté de ces deux accompagnements, pour donc avancer sur sa stratégie de décarbonation, on retrouve pour les entreprises qui sont un peu plus matures et qui ont avancé sur leur projet de décarbonation, une étude d'évaluation de sa stratégie de décarbonation avec un outil qui s'appelle Acte Évaluation et qui permet vraiment d'évaluer l'alignement de sa stratégie climat avec les objectifs de l'accord de Paris. Pour cette partie évaluation, nous avons également une formation à destination des dirigeants et des responsables RSE sur l'évaluation de sa stratégie d'entreprise, qui est elle aussi mixée avec du e-learning et de la formation en présentiel. Donc ça, c'est le deuxième volet de Pacte Industrie sur la partie stratégie. Le troisième volet, comme on vous le disait, c'est le volet financement. Donc le volet financement de Pacte Industrie, c'est de la même façon une offre avec une partie montée en compétences et une partie accompagnement. Sur la partie montée en compétences, on va avoir deux formations pour accélérer le financement de ces projets d'investissement que je vais vous présenter juste après. Et puis une partie accompagnement pour passer à l'action. Et là, on a des coachings financiers sur projets d'investissement. Ce sont des coachings qui sont vraiment 100% personnalisés puisqu'on va vraiment accompagner l'entreprise au plus près de ses besoins, au plus près de son projet. Et ces coachings seront dispensés par des experts financiers référencés dans le cadre de Pacte Industrie. Donc pour détailler dans un premier temps la partie montée en compétences, donc on a une première formation qui s'appelle les fondamentaux sur le financement des projets d'économie d'énergie et de décarbonation, qui est un e-learning de 2 heures qui est gratuit et qui est proposé à tout public pour comprendre en fait le lien entre les enjeux de la transition énergétique, les ressources et l'impact sur les entreprises, mais surtout pour vraiment découvrir un panorama des leviers de financement, des risques et des opportunités liées aux projets d'efficacité énergétique et bas carbone. Donc ça, c'est une première formation en e-learning. Cette première formation, elle est complétée par une autre formation en présentiel d'une journée, plutôt cette fois destinée à des directeurs financiers, des dirigeants, des responsables RSE, c'est plutôt des décideurs qui vont être impliqués dans le processus de financement. Elle s'appelle « Financer la transition énergétique et bas carbone de votre industrie ». Et dans le cadre de cette formation, on va aller un peu plus loin pour identifier vraiment les freins à l'investissement, les opportunités liées aux projets d'investissement d'efficacité énergétique ou de décarbonation, vraiment travailler sur les différentes étapes de mise en œuvre d'un financement de projets d'investissement, et puis de vraiment identifier les différentes modalités de financement et le montage contractuel du financement d'un projet. On travaillera également sur la maîtrise des risques, tout ça sur, j'allais dire, une première approche au niveau du financement de son projet d'investissement. Cette formation sera un prérequis au coaching qui constitue la partie accompagnement de l'offre financement Pacte Industrie. Et dans cette formation, on va vraiment comprendre les outils, comprendre les rôles et les différentes étapes du financement du projet. Et puis dans les coachings, on va aller vraiment au cœur du sujet. Alors ces coachings, ils sont destinés aux entreprises industrielles qui sont éligibles au programme Pacte Industrie. Le public, c'est plutôt le DAP, le dirigeant, directeur de site, responsable RSE, comme je le disais, l'équipe qui va plutôt travailler sur le financement de projets, donc c'est plutôt ce public-là. Et ce sont des coachings qui sont courts, hein. C'est des coachings qui sont d'une durée de 3 à 5 jours, selon le coaching choisi, et qui mixent à la fois du temps en présentiel et du temps en distanciel pour faciliter en fait l'accompagnement. Ces coachings, de quoi s'agit-il ? Alors, ces coachings, en fait, ils ont vraiment vocation à accompagner chacun à concrétiser le financement de son projet d'investissement. Et pour ce faire, on a identifié 5 grandes thématiques. À la fois, une première thématique qui est basée sur l'analyse de risques technico-économiques sur un projet d'efficacité énergétique et bas carbone. Et donc là, on va travailler sur l'identification des risques majeurs, sur la mitigation des risques, etc. Une deuxième thématique consiste à travailler sur une analyse de rentabilité financière et extra-financière du projet. Là, on va aller regarder effectivement les différents impacts, à la fois énergie, GES, les impacts quotas, etc.
Un troisième sujet de coaching, on peut aussi vous accompagner sur la recherche du mode de financement et des subventions les plus adaptés au projet. En fait, on évolue dans un monde, dans un panorama, on va dire, d'outils de financement qui est très complexe, très varié. Donc l'idée là, c'est de pouvoir vous aider à trouver le meilleur financement et les subventions qui sont associées pour avoir un plan de financement pertinent au regard de votre projet. Le quatrième accompagnement, lui, va plutôt être sur de la gouvernance. Ça consiste en l'accompagnement des acteurs internes sur leur rôle et responsabilité dans le process de financement du projet. Et enfin, un cinquième coaching qui portera, lui, plutôt sur la structuration du montage financier d'un projet collectif. Donc là, on est sur 5 thématiques différentes et toute entreprise peut bénéficier d'un ou plusieurs coachings en fonction de ses besoins. Pour pouvoir réaliser ces coachings et être accompagné par un bureau d'études référencé, il faudra donc, comme je le disais tout à l'heure, avoir suivi la formation Financer la transition énergétique et bas carbone de son industrie et démontrer, notamment pour les coachings 1, 2 et 3, sur les analyses technico-économiques, analyse de rentabilité financière et montage et structuration du financement du projet, il faudra démontrer que le projet est pertinent et en cohérence avec la feuille de route de décarbonation de l'entreprise. Voilà, donc ces 5 coachings sont disponibles depuis ce début d'année 2025 et vous pourrez retrouver la liste des prestataires référencés sur notre site. Voilà, donc vous l'avez compris, Pacte Industrie, c'est vraiment un panel de solutions pour répondre à vos besoins. Si vous souhaitez réduire les consommations énergétiques et décarboner votre site de production, alors vous avez le volet management de l'énergie avec des formations, des accompagnements. Vous souhaitez élaborer ou renforcer la stratégie de décarbonation de votre entreprise, eh bien, vous avez le volet stratégie de décarbonation de votre entreprise. Et si vous souhaitez concrétiser le financement de vos projets d'investissement, alors vous avez le volet financement de la transition. Voilà, donc, dans le cadre de Pacte Industrie, vous allez retrouver un ensemble de panels de solutions qui sont mis à votre disposition et vous pouvez choisir l'une ou l'autre de ces solutions en fonction de vos besoins. En complémentarité de ces 3 volets, nous avons également créé tout récemment un e-learning de 2 heures à destination des décideurs pour vraiment initier une démarche de transition énergétique et de décarbonation. Donc, je vous invite à aller voir sur notre site ADEME Formation où vous pourrez retrouver cet e-learning et déjà avoir un premier petit clin d'œil sur sa démarche de transition énergétique et de décarbonation. Voilà. Au niveau de Pacte Industrie, vous pourrez retrouver une équipe à votre écoute en région. Et donc là, la région se découpe en 4 grandes zones pour nous, avec 4 interlocuteurs que vous retrouverez ici pour répondre à toutes vos questions en fonction des projets que vous lancez là sur l'année 2025. Je rappelle que Pacte Industrie, c'est une opportunité vraiment à saisir là sur la période 2023-2026 pour bénéficier de l'ensemble de ces accompagnements. Et enfin, donc je vous laisse en dernière diapo. Ça ne peut pas. Voilà, en dernière diapo, je vous ai indiqué l'ensemble des liens sur notre site pacteindustrie.adem.fr où vous retrouverez l'ensemble des informations et toute la présentation détaillée de ces 3 volets, management de l'énergie, stratégie et financement, sur nos différents axes que sont la formation et l'accompagnement. Vous retrouverez également l'adresse de notre page LinkedIn où en rejoignant notre réseau, vous pourrez avoir des informations sur toute l'actualité de notre programme. Voilà, je vous remercie et je reste à votre disposition pour toute question. Il y a peut-être quelques questions qu'on peut prendre à l'oral rapidement, Angélina. Oui. Effectivement, oui, les codes NAF sont des codes NAF industrie, puisque le programme a été vraiment organisé en fonction de sites industriels. Donc, c'est la raison pour laquelle ce programme est destiné à l'industrie. Vous savez peut-être qu'il y a un programme récent qui s'appelle Pacte Entreprise, qui vise plutôt les entreprises non industrielles, disons TPE et PME. Il y a une question aussi, Angélina, sur les BE référencés par l'ADEME. Il faut peut-être dire où on peut les trouver.
Oui, alors justement, en allant sur notre site pac-industrie.adem.fr, vous avez un petit onglet qui s'appelle « Il vous accompagne » et là, vous retrouverez un annuaire de l'ensemble des bureaux d'études référencés, les bureaux d'études référencés à la fois sur le management de l'énergie, sur la partie stratégie et sur les coachings financiers. Donc, il est en cours de mise à jour, donc dans quelques jours, il sera vraiment disponible et actualisé. Voilà. Voilà, dernière question. Effectivement, de l'étude mix énergétique, eh bien, on regarde, comme je le disais, les énergies renouvelables, mais également éventuellement l'électrification des procédés dans cette préétude. Voilà les quelques questions que j'avais vues sur le chat. On va pouvoir passer la parole à Lucas Schmitt pour la partie Décarbone 25. Lucas, c'est à vous. Oui, ce sera Paul qui va débuter la suite de la présentation. Je lui laisse la main. Je comprends également. Bonjour, enfin rebonjour. Donc je vois qu'il y a eu quand même beaucoup de questions sur PAC dans la conversation. Voilà, on va y répondre au fur et à mesure et il y aura de toute façon une FAQ à la fin de ce webinaire. Donc, on va attaquer maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet qui est l'appel à projet Décarbone 25. Cet appel à projet, il est ouvert depuis la mi-décembre. Contrairement à ce qui a parfois été dit par certains bureaux d'études dans certaines communications, à date, il n'y a qu'une seule relève qui est bien confirmée, c'est la relève du 13 mars 2025. Il y a des dates de potentielles autres relèves, deux autres dates de potentielles autres relèves, mais qui n'ont pas été confirmées. Donc voilà, la seule relève qui existe vraiment à date, c'est celle du 13 mars. Donc l'objet de ce webinaire, c'est de vous présenter le cahier des charges. Tu peux passer à la diapo suivante. Voilà, on a un cahier des charges pour ceux qui connaissaient déjà Décarbone 23, qui est sensiblement similaire à Décarbone 23, mais qui a quand même eu quelques évolutions que je vais vous détailler tout de suite. Donc les principales évolutions entre Décarbone 23, qui était l'appel à projet précédent, et Décarbone 25, elles sont dans ce tableau, elles concernent l'éligibilité, les pièces techniques et l'analyse économique. Tout d'abord, on a un appel, on a un AO, grand projet industriel, qui sort en même temps que Décarbone 25, et donc on a ces deux dispositifs qui vont cohabiter sur l'année 2025. Et ce qu'il est important de rappeler, c'est que c'est des dispositifs qui sont exclusif, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas candidater aux deux dispositifs simultanément pour un même projet. On reviendra en fin de présentation sur ce qui distingue un petit peu ces deux dispositifs. L'objet de cette présentation, c'est Décarbone 25. Il y aura d'autres webinaires dédiés à l'AO. Ce qui est important de retenir, c'est voilà, c'est des dispositifs qui sont exclusifs. Un projet peut être déposé que sur l'un ou l'autre. Il faudra choisir. Ensuite, concernant l'éligibilité, également, on a deux points qui ont évolué. Initialement, donc sur Décarbone 23, étaient éligibles les opérations de remplacement de fluides frigorifiques et les opérations de pyrolyse et pyrogazéification. Ces deux types d'opérations qui donc ne sont plus éligibles sur Décarbone 25. En ce qui concerne les pièces techniques, a été ajouté donc pour Décarbone 25 un questionnaire d'auto-analyse du potentiel d'effacement électrique de votre site, donc du site qui fera l'objet du projet. Voilà, c'est un questionnaire qui se remplit assez rapidement. Bon, on y reviendra puisqu'il peut
il peut avoir un impact et conditionner le versement de votre aide. Ensuite, sur l'analyse économique, on a plusieurs rubriques qui là ont bien évolué. Tout d'abord, sur notre façon de calculer vos prix de l'énergie, on se base toujours sur un système de trajectoire, c'est-à-dire qu'on a ce système de trajectoire qui permet de projeter quels seront vos prix d'énergie une fois le projet mis en place. Initialement, on se basait sur vos factures 2019. Là, pour coller au mieux à votre réalité, on sera sur les factures 2024. Ensuite, on le présentera plus en détail par la suite, mais sur notre appel à projet, on fait des analyses de rentabilité afin de vérifier que l'aide publique ne permette pas une surrentabilité. Cette analyse, elle se faisait initialement soit par TRB, soit par plan d'affaires pour les aides supérieures à 15 millions d'euros. Elle se fera désormais uniquement par TRB, donc un calcul de temps de retour brut. Et aujourd'hui, le temps de retour brut, il inclura désormais le scénario contrefactuel. Pareil, on y reviendra pour bien détailler tout ça. Et le TRB devrait être supérieur à 3 ans, ce qui là aussi est une évolution. Enfin, pour les demandes d'aide supérieures à 20 millions d'euros, il était demandé précédemment, pendant l'instruction, de remplir un dossier d'évaluation socio-économique. Pour gagner du temps sur les instructions de ces dossiers, on vous demande désormais de déposer le dossier ESE, dossier d'évaluation socio-économique, dès votre dépôt. Donc voilà pour les évolutions majeures du cahier des charges. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail du cahier des charges de Décarbone 25, en sachant que vous ne connaissez peut-être pas tous Décarbone 23 non plus. Donc voilà, je laisse la parole à Ingrid maintenant pour déjà nous présenter la première partie, qui est le dépôt de dossier. Bonjour à tous. Donc oui, moi je vais vous dire quelques mots sur le dépôt des dossiers. Vous retrouvez l'ensemble des documents, donc cahier des charges et l'ensemble des pièces obligatoires en ligne sur la page dont on vous a remis le lien là juste après. Et pour aller donc sur la slide d'après, je vais détailler rapidement en fait les pièces obligatoires qui sont constituées de 3 voire 4 documents à compléter, puis ensuite un certain nombre de pièces complémentaires et ou justificatifs à communiquer. Sur les pièces à compléter, on a 3 pièces qui vont concerner tout le monde. C'est le volet technique, en gros, qui va présenter votre projet. Le volet technico-financier, qui est sur la base d'un fichier Excel comprenant 11 onglets qui reprennent chacun un item. On va retrouver plusieurs choses, le TRB dont on parlait, les impacts, et également le questionnaire d'auto-évaluation du potentiel d'effacement électrique. Je vais y revenir juste après, un peu plus en détail. On va vous demander de compléter des documents liés à l'analyse de la santé financière de votre entreprise. Et pour les demandes d'aide supérieures à 20 millions d'euros, hors taxe, un document complémentaire qui s'appelle dossier évaluation socio-économique, sur lequel je reviens juste après également. Et ensuite, un certain nombre de documents obligatoires, mais qui sont plutôt des justificatifs. On va retrouver les factures dont on a parlé, le calendrier du projet, certaines études de faisabilité ou autres. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Vous avez toute la liste sur la page Agir pour la transition avec le dépôt du dossier. Donc, petit focus sur l'ESE et l'audit d'effacement électrique qui sont des documents nouveaux. L'évaluation socio-économique pour commencer, ESE, pour les aides supérieures à 20 millions d'euros, comme on le disait. C'est un document qui a pour but d'éclairer la décision publique, et donc qu'on communique en comité sur les impacts du projet pour la société française. Donc l'idée, c'est de déterminer quels sont les coûts et bénéfices attendus pour la société de votre projet. Ça consiste en un dossier spécifique à communiquer donc dès le dépôt du dossier de candidature.
et dans lequel on va retrouver des éléments que l'on demande par ailleurs, hein, tout ce qui est présentation notamment, etc. Donc un certain nombre de pièces que l'on va retrouver dans d'autres parties du dossier de candidature, mais également des pièces complémentaires qui incluent notamment une analyse financière prévisionnelle du projet. Et donc pour ces dossiers-là, on vous demandera de communiquer un business plan, un plan de financement, voilà, d'autres documents liés à l'analyse financière, ainsi qu'une cartographie des risques plus détaillés, donc risques technologiques, risques sur les ressources humaines, voilà, risques de concurrence ou autres. Alors l'ADEME aide à l'élaboration de cette ESE à l'appui de ce dossier que vous allez déposer, mais pourra également être accompagné par un bureau d'études. L'autre document un peu nouveau, c'est l'audit d'effacement électrique. Donc, effectivement, vous allez devoir compléter un questionnaire d'auto-évaluation du potentiel d'effacement électrique du site industriel. C'est un document que vous allez retrouver sur le volet technico-financier. C'est un, voilà, un document, un audit qui va vous donner une note. Ça a des conséquences puisque effectivement, si le potentiel important est détecté, donc si on a une note supérieure à 30, comme vous le verrez dans le, enfin je rentre pas plus dans le détail, effectivement le versement du solde de l'aide sera conditionné à la réalisation d'un audit d'effacement électrique par un bureau d'études qualifié au plus tard 24 mois après la mise en service de l'installation. On va maintenant passer sur un peu plus de détails sur les étapes de présélection. À tous. Donc, une fois que vous avez déposé votre dossier, nous allons pouvoir l'analyser et dans un premier temps, pour l'analyser, ce que nous allons faire, c'est une présélection de vos dossiers afin d'exclure les dossiers qui ne respectent pas les principaux critères d'éligibilité. Et donc, ce que je vais faire sur cette slide, c'est donc pour ceux qui sont déjà habitués au dispositif Decarbone 23, vous rappeler les principaux critères d'éligibilité puisqu'ils ont très peu bougé. Et puis pour les autres, eh bien, vous les apprendre pour la première fois. Alors, on a toute une série de premiers critères qui s'intéressent à des critères financiers. Le premier d'entre eux est un dossier qui doit présenter un CAPEX supérieur à 3 millions d'euros et demander une aide qui est-elle inférieure à 30 millions d'euros. Je vous rappelle qu'aucun travaux ne doit avoir été engagé avant la demande d'aide ou d'ailleurs aucun engagement juridiquement contraignant, et cela en fait pour s'assurer de l'incitation financière qui serait permise par l'aide publique qui vous est apportée. Enfin, le porteur de projet ne doit pas être classé en difficulté, puisqu'une entreprise en difficulté ne peut pas recevoir d'aide d'État. On a ensuite deux critères principaux qui portent sur les émissions de gaz à effet de serre. Ce premier critère est un critère d'abattement minimum de 1000 tonnes de CO2 équivalent par an, puisque nous sommes sur un dispositif qu'on qualifie de grande ampleur, et donc ce n'est pas via ce dispositif qu'on va traiter les projets qu'on peut qualifier de plus petits projets. Deuxièmement, cet abattement de 1000 tonnes de CO2 est bien regardé à isoproduction et non en émission nette. Le second critère que nous avons pour l'émission de gaz à effet de serre, c'est que votre projet ne doit pas entraîner un verrouillage technologique de certaines émissions. C'est-à-dire que l'installation de vos nouveaux équipements ou l'implémentation de votre projet ne doit pas verrouiller finalement un certain usage énergétique qui pourrait, dans un futur proche, être décarboné d'une meilleure manière. On a ensuite un critère qui porte sur les énergies fossiles qu'on va qualifier de plus polluantes, à savoir le charbon et le fioul lourd principalement. Donc bien entendu, dans un premier temps, vous dire qu'on ne financera pas d'équipements qui utilisent ce type d'énergie. En revanche, si dans un procédé qui n'est pas l'objet de votre projet à décarbone, il vous reste sur votre site une consommation de charbon ou de fioul lourd, votre projet pourra être éligible, à condition seulement que vous nous présentiez un plan de sortie qui devra être crédible et que nous permettrons donc d'analyser sur la sortie de ces énergies fossiles les plus carbonées. Un autre critère qui avait été introduit lors de Décarbone 2023 est la fourniture d'une feuille de route donc concernant la trajectoire de votre site, donc sa trajectoire de décarbonation, aux horizons 2030 et 2050. L'objectif de cette trajectoire, en fait, est de pouvoir analyser votre projet dans un contexte global et dans votre contexte propre de décarbonation et nous permettre de juger si oui ou non il s'inscrit dans une trajectoire pertinente et s'il répond bien à cette trajectoire. Donc, ça sera une trajectoire qui est sous un format libre, à l'exception des projets qui demandent une aide supérieure à 10 millions d'euros.
Pour ces projets de très grande ampleur, nous demanderons une évaluation de cette trajectoire, donc qui peut être une évaluation de type acte évaluation. On vous encourage à initier cette démarche le plus rapidement possible si vous voulez nous soumettre les documents dans les temps impartis. Ensuite, je vous rappelle que nous sommes sur un dispositif de déploiement de solutions matures. Et donc, on va vraiment simplement venir traiter des projets qui présenteront une forte maturité technologique. Tout projet de recherche et développement ou de mise en place d'un prototype industriel qui n'est pas encore validé ne pourra pas être aidé via ce dispositif. On a bien entendu un critère de respect de l'environnement. Alors, notre appel à projet traite principalement de l'abattement de gaz à effet de serre, qui est bien entendu un des critères de respect de l'environnement. Mais il y a bien d'autres critères. Et donc, on s'assurera que même si votre projet permet d'abattre des gaz à effet de serre, il n'entraîne pas vis-à-vis d'un autre critère une dégradation de la protection de l'environnement. Donc pour ce faire, nous allons considérer un ensemble de critères qui s'appellent les critères DNSH, ce qui signifie Do Not Significant Harm. Et donc tout simplement, si votre projet enfreint un de ces critères, il serait inéligible. On peut par exemple citer parmi ces critères la pollution de l'air, la pollution de l'eau ou encore l'adaptation au changement climatique. Et le dernier des grands critères, c'est bien entendu de respecter la cible des thématiques qui sont éligibles et que je vais vous présenter dans la slide suivante. Super, merci Lucas. Donc la première grande thématique qui est éligible, c'est l'efficacité énergétique. Donc l'efficacité énergétique, ça peut être soit remplacer votre équipement par un équipement qui est plus performant, ou soit effectuer des travaux ou des ajouts sur un équipement existant qui permet à cet équipement d'être plus efficace énergétiquement. Attention, bien entendu, cette thématique n'est pas éligible pour des équipements qui fonctionnent avec des combustibles fossiles. Donc, par exemple, si vous souhaitez remplacer votre four au gaz naturel par un autre four au gaz naturel qui est plus efficace, ce n'est pas quelque chose qui est éligible sur notre dispositif, et ce, car le RGEC révisé de 2023 l'interdit. Une autre grande catégorie de projets d'efficacité énergétique qu'on espère rencontrer, ce sont des projets de récupération et de valorisation à la fois de chaleur fatale ou de combustible fatal. Donc pour ces deux thématiques, ça se fera en articulation avec un autre dispositif de l'ADEME qui est le fonds chaleur. Et là, ce qu'il faut retenir, c'est assez simple. Si votre projet porte uniquement sur de la récupération et de la valorisation de chaleur fatale ou de combustible fatal, il faut que vous vous dirigiez vers le fonds chaleur de l'ADEME et non pas vers Décarburn. En revanche, si vous avez une brique de décarbonation qui utilise ce levier, mais que cette brique de décarbonation est couplée à d'autres briques, comme par exemple une brique de modification du mix énergétique, dans ce cas-là, afin de vous éviter de trop morceler votre projet et de postuler à différents dispositifs, on va accepter l'intégralité de votre projet qui inclut donc la récupération de chaleur fatale sur le dispositif Décarburn 2025. Ça m'amène directement à la deuxième grande thématique, qui est donc la modification du mix énergétique. La plus grande catégorie à l'intérieur de cette thématique est l'électrification des procédés. Alors, ça peut à la fois être une électrification totale d'un équipement comme un four, par exemple, ou une hybridation. Je reviendrai plus en détail sur ce point dans les slides suivantes parce que c'est un point délicat qui mérite de plus ample information. On peut aussi citer... non, je vais rester un petit peu sur cette slide, Lucas, pour l'instant. J'y reviendrai juste après. Si tu peux retourner à la slide précédente. Bon, je continue. Donc, on peut aussi citer des équipements comme des recompressions mécaniques de vapeur ou des pompes à chaleur qui s'inscrivent donc dans cette thématique d'électrification. Une autre grande thématique qu'on a dans la modification du mix énergétique est par exemple l'intégration de CSR ou d'autres combustibles alternatifs dans votre mix énergétique. En revanche, un petit rappel, on n'acceptera pas de conversion du fioul lourd ou du charbon vers le gaz naturel, puisque le gaz naturel est une énergie fossile. Et on ne prend plus non plus, c'est une nouveauté par rapport à Décarbone 23, comme l'a déjà dit tout à l'heure Paul, on ne prendra plus donc tous les leviers biomasse, y compris les unités de pyrolyse ou de pyrogasification. Pourquoi ? C'est pas que c'est un levier qui n'est plus pertinent, c'est tout simplement que ces leviers, on les a regroupés tous donc dans les appels à projets BCIAT de l'ADEME. Et donc, pour une plus juste concurrence entre les différents leviers biomasse, ils seront tous traités via ce même dispositif BCIAT. Alors, la troisième grande catégorie qu'on a, c'est la modification du mix matière cette fois. Alors, ça peut être soit de l'efficacité matière, c'est-à-dire que vous utilisez, grâce à votre projet, moins d'une certaine matière première, ou encore ça peut être l'utilisation de matières premières alternatives. Alors pour donner quelques exemples, on peut penser à l'utilisation de calcin dans l'industrie verrière ou encore au recyclage de ferraille pour la sidérurgie. Voilà, juste pour quelques exemples.
On a également l'utilisation matière, et j'insiste bien sur matière, d'H2 qui doit nécessairement être électrolytique, renouvelable ou bas carbone. Et donc cet H2, on l'acceptera pour un usage matière, mais en aucun cas pour un usage énergétique sur notre dispositif. Et enfin, on a également la réduction d'autres gaz à effet de serre que le CO2, comme par exemple la réduction du N2O. Je pointe également ce que Paul vous avait déjà dit, le fait qu'on n'accepte plus en revanche les changements de fluide frigorifique. En effet, la nouvelle réglementation F-Gaz approche à grands pas. Et donc, on juge que cette réglementation se suffit à elle-même et qu'il n'y a plus de justification pour venir aider ces projets de fluide frigorifique. La dernière grande catégorie, grande thématique, c'est le captage, le stockage et ou l'utilisation du CO2. Alors, dans un premier temps, vous rappelez que si vous souhaitez candidater avec un projet de captage, il faut que votre site industriel se trouve dans le périmètre d'un projet de développement d'infrastructures et de transport de CO2 qui est mature. Donc, parmi les grands projets que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être, il y en a bien entendu dans le nord de la France. Il y en a par exemple qui sont proches de l'estuaire de la Loire. En revanche, si votre site se trouve par exemple au cœur de l'Auvergne, malheureusement, à date, il n'y a pas pour vous de projet mature dans cette région. Et donc, vous ne pourrez pas venir avec un projet puisqu'il n'y a pas d'infrastructure de transport mature. Pour la thématique d'utilisation du CO2, pour l'instant, on se concentre uniquement sur une utilisation qui permettrait un stockage à long terme, une séquestration à long terme du CO2. Et donc, le seul levier éligible d'utilisation est la minéralisation. Dans la slide suivante, je vais m'attarder un petit peu plus sur les différentes si je peux avoir la slide suivante, c'est parfait, merci. Donc, sur les différentes spécificités qui portent sur les combustibles fossiles. Donc, comme je l'ai déjà dit, on ne pourra pas aider un équipement qui fonctionne aux énergies fossiles, et ça, c'est à cause, en quelque sorte, du RGEC révisé 2023 qui nous l'interdit. En revanche, une précision qu'il est important d'apporter, c'est qu'il est possible de financer un équipement annexe à un équipement qui fonctionne avec des énergies fossiles, à condition que cet équipement annexe ne consomme, lui, pas d'énergie fossile. Et on va avoir deux conditions supplémentaires qui vont venir s'ajouter. Alors, je sais que ça devient un petit peu plus compliqué. Il faudra peut-être se rapprocher de vos instructeurs en région pour de nouveau balayer cette thématique. Mais donc, deux critères supplémentaires qui viennent se rajouter. Si votre projet est un projet de modification du mix matière ou énergétique, il faudra en plus que cet équipement annexe n'entraîne pas l'augmentation au global de la consommation de ressources fossiles sur le site et n'entraîne pas non plus d'augmentation de votre capacité de production. Ça encore, ça peut paraître assez abstrait, mais c'est vraiment donc ce cadre du RGEC qui nous l'impose. Ce dernier critère d'augmentation de la capacité de production ne s'impose pas dans le cadre d'un projet d'efficacité énergétique. Voilà. Alors encore une fois, je sais que tout ça semble un peu abstrait et compliqué, mais voilà, on pourra rebalayer ça avec vos instructeurs en région. J'aimerais maintenant m'attarder sur le cas des hybridations. Donc, comme vous le voyez, le RGEC en fait ne fait pas le distinguo entre un équipement qui utiliserait 100% des combustibles fossiles ou un équipement hybride qui n'utiliserait qu'une part de ressources fossiles. Or, nous jugeons qu'il y a certains cas où les projets hybrides sont particulièrement pertinents, notamment lorsque ces projets d'hybridation représentent en fait le meilleur levier de décarbonation pour certains projets. Dans ce cadre, nous pourrons faire, si nécessaire, une dérogation au RGEC en utilisant un autre cadre réglementaire qui est le cadre du TCTF. Alors, pour information, ça veut simplement dire Temporary Crisis and Transition Framework. Et donc, c'est une autre réglementation européenne que nous autoriserons à utiliser uniquement pour des projets d'hybridation qui seraient les plus pertinents. Attention, pour ces projets, cela implique deux conditions d'éligibilité supplémentaires qui font que cette dérogation peut uniquement, se limite uniquement aux projets d'hybridation les plus ambitieux. Et je vais vous exposer ces deux critères supplémentaires dans la diapositive suivante. Donc, pour être très précis, on va pouvoir s'appuyer sur la section 2.6 de ce TCTF. Et cette section 2.6, elle impose donc deux critères supplémentaires. Le premier, c'est un critère qui va s'appliquer donc à la situation post-projet, au périmètre du projet, et qui est un périmètre d'efficacité énergétique ou d'abattement de gaz à effet de serre. Il faudra nécessairement que votre projet permette de respecter une des deux conditions que je vais lister maintenant. Soit votre projet devra permettre une amélioration de l'efficacité énergétique en énergie finale supérieure ou égale à 20%,
Ou bien, si cela n'est pas possible, votre projet devra permettre un abattement de gaz à effet de serre en catégorie 1, donc c'est ce qui était anciennement appelé scope 1 et qui représente donc les émissions de gaz à effet de serre directes sur votre site, donc un abattement supérieur ou égal à 40%. De manière systématique, on regardera d'abord le premier critère d'efficacité énergétique et s'il n'est pas atteint, on s'intéressera alors au second critère. Donc voilà, donc vous voyez déjà que ces deux critères sont relativement exigeants et vient s'ajouter un deuxième critère qui s'applique lui uniquement pour les projets qui sont soumis au système d'échange de quotas SEQE. Donc SEQE, c'est le nom français pour EUETS. Donc ce critère, il impose qu'en situation post-projet, l'ensemble des sous-installations qui sont impactées par le projet doivent être meilleures. Donc l'intensité carbone doit être meilleure que la valeur de référentiel SEQE. Donc cette valeur référentielle, c'est également quelque chose qui est souvent appelé les fameux benchmarks EUETS. Et donc vous devrez être meilleur que ces benchmarks en situation post-projet. Je vous invite à vous rapprocher encore une fois des instructeurs en région de l'ADEME pour vous assurer de la valeur du référentiel qu'il faut considérer pour votre projet et pour votre secteur. Si on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît, Lucas. Super. Donc maintenant qu'on a balayé donc les thématiques d'éligibilité, on va revenir juste très rapidement un peu plus en détail sur certaines grandes thématiques inéligibles pour le coup. Alors, en s'attendant d'abord sur les secteurs inéligibles. On s'intéresse uniquement à l'industrie manufacturière et donc tout ce qui relève du tertiaire, de l'agricole, du BTP ou encore du traitement de déchets n'est pas éligible à notre appel à projet. Ensuite, dans les thématiques inéligibles qui découlent des thématiques éligibles que j'ai listées tout à l'heure, on peut lister que toute opération de décarbonation des bâtiments n'est pas éligible. Toute opération d'utilisation du CO2 autre que la minéralisation dans le cadre de CUC n'est pas éligible. Comme je l'ai déjà dit, une conversion vers le gaz naturel n'est pas éligible non plus. On retrouve l'inéligibilité des leviers biomasse ainsi que de l'utilisation énergétique de l'H2. Et ensuite, quelques spécificités, donc voilà, comme l'impossibilité de financer des engins mobiles, des cogénérations hors combustible fatal, excusez-moi, ou encore des opérations qui portent sur les installations et les équipements de secours. Et enfin, on a quelques grandes opérations qui sont inéligibles. La première d'entre elles, c'est une mise en conformité vis-à-vis d'un règlement. Donc, si vous devez faire une mise en conformité, vous ne pourrez pas être aidé pour la faire. La deuxième opération inéligible, c'est une opération qui serait éligible tout simplement à un autre dispositif de l'ADEME afin d'éviter tout recoupement entre nos dispositifs. Et enfin, comme on l'a déjà évoqué, toutes les opérations qui sont éligibles à des soutiens de RDI, puisque notre dispositif se concentre uniquement sur des projets qui doivent être matures. Et je vais passer la main pour la suite à Paul pour qui va vous expliquer comment on fait maintenant pour classer les différents projets qui sont éligibles. Merci Charlie. Alors, effectivement, une fois que nous aurons donc fait le tri, c'est-à-dire finalement éliminer inéligibles, les dossiers éligibles entre eux. Pour obtenir ce classement, on se base sur un système de notation que je vais vous décrire juste après. Chaque projet se verra attribuer une note. Cette note, ce qu'on appelle la note N, elle est sur 100 points et elle se décompose en deux sous-notes qui sont la note N1 qui est sur 70 points et qui est une note quantitative, on y reviendra, et la note N2 qui est sur 30 points, qui elle se décompose en deux sous-notes et qui est une note plus qualitative. Si vous voyez la formule qui est en bas de la slide, vous remarquerez que les notes N2A et N2B, qui sont les deux sous-notes de la note N2, se multiplient. Donc il est assez important d'avoir une note correcte sur ces deux sous-notes. Concernant la note N1, l'idée de cette note, c'est de refléter l'efficacité des aides publiques de votre projet. Pour ce faire, on fait tout simplement un ratio entre les aides publiques que vous demandez, c'est-à-dire lors du dépôt de dossier, et la performance en tonnes de CO2
qui sera vérifié, c'est-à-dire le nombre de tonnes de CO2 que vous allez abattre grâce au projet sur les 20 prochaines années. C'est important tu peux même mettre toute la slide, merci. C'est important sur cette note de bien avoir conscience que si nous revoyons l'aide à la baisse en fonction notamment par exemple de critères de rentabilité ou de critères RGEC que nous verrons plus tard, si nous revoyons votre aide à la baisse, votre note N1 ne sera pas pour autant rehaussée. On se base vraiment sur l'aide publique que vous demandez. En revanche, si vos tonnes de CO2 sont revues à la baisse, là, votre note N1 sera impactée et sera revue à la baisse. Donc, sur cette note, ce qu'il faut retenir, alors en dehors des formules qui nous permettent de passer de l'efficacité des aides publiques à une note sur 70 points, c'est que seront valorisés les projets qui sont capables d'abattre le plus de tonnes de CO2 possible pour un prix le plus réduit possible. Et c'est important de demander le juste montant d'aide parce que ça va directement impacter votre classement. On a ensuite les notes qualitatives N2, donc N2A et N2B. La note N2A, son rôle, c'est d'évaluer l'ambition technologique de votre projet. C'est une note qui est sur 5 points et qui nous permet de bonifier les notes des technologies qu'on considère comme clés pour la décarbonation. Donc, ce qu'on va valoriser, là on vous a mis deux exemples, c'est par exemple les packs haute température, haute performance ou les fours électriques ambitieux. Ce qu'on va valoriser, c'est l'installation de technologies de rupture qui permettent réellement de faire évoluer le procédé. L'intérêt de cette note, c'est aussi que pour des installations de technologies qui coûteraient un petit peu plus cher, parce que c'est des technologies qui sont novatrices, même si bien entendu il faut qu'elles soient matures, mais c'est des technologies peut-être un peu novatrices qui coûtent plus cher. Voilà, on n'hésitera pas pour ces technos-là à venir les bonifier. Bon, pour peu qu'elles correspondent évidemment à une réponse à un besoin technique du procédé. Voilà. Donc ça, c'est pour la note N2A, qui est la note d'ambition technologique. Et ensuite, on a la note N2B, dont le rôle est un petit peu différent, puisque le rôle de la note N2B, c'est d'évaluer la cohérence du projet que vous présenterez avec la trajectoire de décarbonation du site aux horizons 2030 et 2050. Alors, pour rappel, vous devez présenter une feuille de route de décarbonation du site au moment du dépôt de votre dossier et pour tous les projets qui font des demandes d'aide supérieures à 10 millions d'euros, vous devez également fournir une évaluation de cette trajectoire type acte. La note N2B, ce qu'elle permet de faire, c'est de vérifier que votre projet, d'une part, il est cohérent avec la trajectoire de décarbonation du site qui permet d'enclencher une vraie décarbonation de votre site et d'autre part de vérifier que c'est un projet qui est cohérent avec les objectifs nationaux, donc typiquement la SNBC2, et aussi régionaux, donc les objectifs de décarbonation aux horizons 2030 et 2050. Donc voilà, seront valorisés les projets qui sont cohérents avec une trajectoire ambitieuse de décarbonation du site. Également, et ça je dirais ça vient dans un second temps, plus le projet permet de décarboner un fort pourcentage de votre site, plus la note sera élevée. Donc si vous avez un projet qui permet de décarboner 50%, c'est-à-dire d'abattre 50% des gaz à effet de serre de votre site, vous avez de très fortes chances d'obtenir 6 points sur cette note. Donc voilà, ça c'était pour le classement. Et
je vais laisser maintenant la parole à Lucas sur les niveaux d'aide. Oui, merci beaucoup Paul. Donc oui, je vais vous présenter l'étape d'après concernant donc le processus de sélection des projets, qui est la vérification du niveau d'aide, qui donc se passe en 2 étapes. La première étape, c'est le contrôle de la proportionnalité de l'aide. Donc en fait, c'est juste en préambule pour cette étape de vérification du niveau d'aide, c'est une étape qui sert à éventuellement caper le montant d'aide par rapport à l'aide demandée. Donc voilà, de 2 manières différentes, via donc le premier contrôle qui est le contrôle de proportionnalité de l'aide, où on calcule au préalable en premier lieu l'assiette des coûts admissibles, qui est la différence entre les dépenses éligibles et les coûts du scénario contrefactuel. Donc les dépenses éligibles ont été détaillées notamment par Charlie précédemment, et à savoir que les dépenses qui ne rentrent pas dans cette catégorie, qui ne sont pas éligibles, sont notamment les dépenses qui ont une augmentation du niveau de protection. Les dépenses non éligibles sont également détaillées en annexe 4 du volet technique. Donc je vous invite à vous référer à cette annexe-ci. Et concernant le scénario contrefactuel, c'est un scénario, en gros, ça représente l'action que vous metteriez en place en l'absence d'aide ADEME. Donc ce qui serait a fortiori une solution mise en place qui serait moindre, qui aurait une moindre ambition environnementale. Donc, sachant que, gros point de vigilance, donc hormis les dépenses études, si les dépenses sont antérieures à la demande d'aide que vous faites auprès de l'ADEME, l'entièreté de votre projet, et non pas seulement les dépenses concernées, mais l'entièreté de votre projet sera inéligible. Donc faites attention à ça. Donc si vous faites des dépenses, des commandes relatifs à votre projet, faites attention à bien les faire après avoir déposé votre dossier de demande d'aide. Et et pour toutes les étapes qui sont ultérieures, notamment ultérieures à la phase de classement que vous a détaillé Paul avec les notes N1 et N2, le classement ne sera pas revu suite à ces 2 contrôles que je vais vous détailler, qui font partie de l'étape de vérification du niveau d'aide. Donc le classement sera figé, même si on révise votre aide finalement par rapport à l'aide que vous aviez demandée initialement. Et donc c'est pour ça qu'il est d'autant plus nécessaire pour vous de demander le juste montant d'aide dès le dépôt, de manière à avoir le meilleur classement possible pour vous. Donc suite à ce calcul de l'assiette des coûts admissibles, donc on va appliquer des taux d'aide maximum sur l'assiette de ces coûts admissibles qui sont détaillés dans le tableau suivant et que vous pouvez retrouver ce tableau-là dans le cahier des charges également. Donc vous avez différents taux en fonction de la taille de votre entreprise et également des thématiques de décarbonation auxquelles vous faites appel à travers votre projet. Donc par exemple, si vous avez même un projet avec 2 briques distinctes qui font appel à 2 thématiques de décarbonation distinctes, vous allez avoir 2 assiettes de coûts admissibles différentes et des vérifications de taux d'aide max sur ces 2 assiettes-là. À savoir également que des majorations existent pour les zones AFR. Donc pour les zones AFR en France métropolitaine, vous avez une majoration de 5 points de pourcentage sur ces taux dans le tableau. Et pour les zones AFR d'outre-mer, vous avez une majoration de 15 points. Excusez-moi, on a eu un petit souci. Que revenir en arrière, ces taux seront également applicables. Allô, allô, vous m'entendez bien? J'ai un problème de son. C'est moi pour le problème technique. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Oui, c'est parfait. Ok. Excusez-moi, je continue du coup la présentation. Donc, outre ces taux applicables pour les projets qui s'appuient sur le RGEC, qui s'appuie sur la base juridique du RGEC, vous allez avoir les mêmes taux qui vont s'appliquer pour les projets qui s'appuient juridiquement sur la base TCTF.
Et outre cette condition-là pour les projets TCTF, de respecter ces taux-là, l'aide de ces projets qui sont sur le TCTF devront également respecter la condition qui est en bas de la slide, qui est que les dépenses éligibles devront rester, que l'aide devra rester inférieure à 30% des dépenses éligibles. Ensuite, sur cette slide, la slide... C'est bon. Sur cette slide, donc on a focalisé du coup cette slide sur le scénario contrefactuel. Donc on vous détaille trois scénarios contrefactuels différents qui sont également rappelés dans l'annexe 3 et même détaillés dans l'annexe 3 du volet technique. Sachant qu'il y en a 4 aussi qui existent en tout, mais on vous en détaille que 3 sur cette slide, les 3 principaux. Donc le premier, qui est celui que l'on trouve préférable car plus robuste juridiquement, concerne donc la mise en place d'une référence de marché bien identifiée. Donc ce scénario-là s'applique si votre projet que vous déposez consiste par exemple à remplacer une chaudière vapeur au gaz naturel par une chaudière électrique. Et dans ce cas-là, le scénario contrefactuel, qui serait donc la mise en place d'une référence de marché bien identifiée, consisterait à mettre en place une chaudière standard au gaz naturel en remplacement de votre chaudière actuelle. Outre ce scénario contrefactuel, nous avons aussi un deuxième scénario contrefactuel possible dans le cas où votre projet consiste à anticiper, par exemple, un remplacement d'un four qui aurait dû être remplacé ultérieurement, par exemple dans 5 ans. Donc vous décidez d'anticiper ce projet-là et de le faire tout de suite. Et dans ce cas-là, votre scénario contrefactuel, ce serait donc de ne pas anticiper ces travaux-là et de les faire dans 5 ans. Et donc, petite parenthèse, toutes les formules de calcul associées au coût des scénarios, pour déterminer les coûts des scénarios contrefactuels sont détaillés dans l'annexe 3 du volet technique. Donc je vous invite vivement à consulter cette annexe également. Et enfin, une troisième sorte de scénario contrefactuel qu'on pourrait avoir, donc c'est un scénario qui concerne des opérations de maintenance sur un équipement existant. Donc ça pourrait être le cas, par exemple, si votre projet consiste à remplacer, par exemple, une ligne de production, complètement remplacer une ligne de production qui n'est pas particulièrement à la fin de sa durée de vie, par une autre ligne de production plus performante énergétiquement. Donc là, dans ce cas-là, le scénario contrefactuel pourrait consister à effectuer des opérations de maintenance sur la ligne existante. Et bien entendu, donc l'ADEME se réservera le droit de modifier les scénarios contrefactuels que vous proposerez lors du dépôt de votre dossier au cours de l'instruction. Et enfin, donc le deuxième contrôle qui fait partie de cette étape de vérification du niveau d'aide, c'est le contrôle d'absence de surrentabilité. Donc c'est un contrôle où on calcule pardon pour les problèmes techniques de slide. Voilà. Donc on calculera donc le ratio TRB 3 ans après aide, donc qui en fait qui permet de vérifier que votre rentabilité n'est pas trop rapide, trop rapide dans le temps, et donc on vérifiera que ce ratio reste supérieur ou égal à 1. Donc ce ratio, c'est plus explicitement les CAPEX de votre projet, auquel on soustrait les CAPEX du scénario contrefactuel, ainsi que toutes les autres aides, y compris les C2E en aide privée, et l'aide ADEME également, donc divisé par l'ensemble des gains énergie-matière ou ETS que vous effectuerez par votre projet, grâce à votre projet, au cours des 3 ans, 3 années glissantes qui suivent la mise en service de votre installation. Et si le ratio TRB n'est pas supérieur ou égal à 1, qu'il est inférieur strictement à 1, eh bien votre aide se verra baisser de manière à avoir un ratio
qui est exactement égal à 1. Et pour finir, donc le classement, encore une fois, hein, pour rappel, hein, c'est toujours la même idée. Le classement ne sera pas modifié suite à la mise en place de ces 2 contrôles pour vérifier le niveau d'aide. Donc je vais maintenant laisser la main à Ingrid pour vous présenter la suite du processus de sélection des projets. Donc maintenant, on a un classement, on a vérifié les niveaux d'aide, donc on peut sélectionner nos dossiers, sachant que cet appel à projet est un dossier qui met nos porteurs de projets en concurrence et qu'un maximum de 80% des projets présélectionnés pourront être sélectionnés. Hein, on ne sélectionnera pas la totalité des projets. Je vais ensuite, donc après la sélection, eh bien, on passe en présentation comité, pardon, et puis également en contractualisation ensuite. Et donc, après la contractualisation, je vais vous parler du versement de l'aide et des ajustements de l'aide qui peuvent arriver post-projet. Alors, l'échéancier des versements de l'aide, les versements se font en 4 fois. Une avance qui pourra atteindre maximum 15% au moment de la signature du contrat de financement, sur présentation de justificatifs pour 15%. Ensuite, quand les 30% suivants sont dépensés, eh bien, un versement qui correspond donc aux 30% complémentaires. Au moment de la mise en service, un versement de 25%. Et puis, le versement éventuel du solde, donc il reste 30%, après 1 an de fonctionnement en production stabilisée et après 1 an de mesures de performance de décarbonation. Ensuite, le cahier des charges prévoit 4 mécanismes d'ajustement. Un mécanisme qui est lié à la performance de décarbonation. Si, après observation pendant 1 an, on observe que seulement 80% de la performance est atteinte par rapport à ce qui avait été imaginé au dépôt de l'aide, alors seulement 80% de l'aide sera versée. Un mécanisme qui concerne le volume de C2E réellement obtenu. Si celui-ci est plus élevé que initialement indiqué, alors un contrôle de rentabilité est effectué et l'aide peut être diminuée si on observe une surrentabilité. Un troisième mécanisme d'ajustement, si l'entreprise est concernée par un plan de sortie du charbon et du fioul, donc dans ce cas-là, le versement du solde de l'aide est conditionné à la remise d'un plan de sortie. Et enfin, le dernier mécanisme d'ajustement dont on a déjà un peu parlé, qui concerne l'effacement électrique du site. Donc, le solde de l'aide est conditionné à la remise d'un audit d'effacement électrique pour les dossiers concernés. On arrive à la fin de la présentation de Décarbone 25. On fera ensuite un petit comparatif avec là-haut. Pour les entreprises qui peuvent être intéressées. Ce qu'il faut retenir de cette dernière slide, c'est que on vous invite, enfin non seulement on vous invite, mais on vous demande de vous rapprocher de nos contacts ADEME en direction régionale. On vous a remis ici un lien vers la liste des contacts. Vraiment, il faut pas déposer, on pense qu'il ne faut pas déposer un dossier sans les avoir contactés. Ça vous permettra d'avoir un dossier complet, clair. Ils vous donneront un avis aussi sur les points clés du dossier. On vous rappelle que le dossier doit être ambitieux mais réaliste en termes de décarbonation et que la demande d'aide doit être optimisée. Pour toute question, on a une adresse mail générique décarbonation.industrie@adem.fr. Donc, on vous invite à poser toutes vos questions, on y répondra. Charlie, je te laisse la parole pour un petit topo sur la haut. Je t'entends pas, Charlie. Hop, avec le micro activé, c'est beaucoup mieux. Merci beaucoup, Ingrid. Donc, effectivement, maintenant qu'on a fait le tour complet de l'appel à projet Décarbone 25, il y en a peut-être parmi vous qui se demandent est-ce qu'ils devraient se diriger vers Décarbone 25 ou vers le nouvel AO, Grand Projet Industriel de Décarbonation. Et donc, dans cette slide suivante, on vous a préparé un petit comparatif
en quelques très grandes lignes, bien entendu, entre ces deux dispositifs pour essayer de vous aider à vous orienter vers l'un ou vers l'autre, car comme vous l'a rappelé Paul en début de présentation, vous devrez choisir, hein, vous ne pourrez pas candidater aux deux. Donc la première grande différence, c'est la base juridique sur laquelle les projets s'appuient et qui va donc induire des règles différentes. Comme on l'a déjà dit, Decarbone 25 s'appuie sur le RGEC, les articles 36 et 38 plus précisément, et donc pour les projets d'hybridation également sur la section 2.6 du TCTF. Pour l'AOGPID, c'est un dispositif qui s'appuie sur les lignes directrices section 4.1 et c'est donc un dispositif qui est notifié à la Commission européenne. La cible de nos dispositifs, donc pour Decarbone 25, c'est tout site industriel de production manufacturière, tandis que pour là-haut, on a une première grosse restriction qui est le fait que seuls les projets qui ont candidaté à l'appel à manifestation d'intérêt qui s'était terminé en septembre dernier peuvent aujourd'hui candidater à l'appel d'offres. Donc déjà, si vous ne faites pas partie de ceux qui se sont manifestés en septembre, vous pouvez dès à présent arrêter d'écouter cette présentation puisque pour vous, l'appel d'offres ne sera pas possible et donc il vous reste seulement l'option Decarbone 25. Pour les autres, je continue mon comparatif. Donc je vous rappelle également que pour la haut, seuls les sites qui sont soumis au système d'échange de quotas, ceux que peuvent se présenter. Et enfin, des candidatures en consortium sont possibles et non pas seulement des candidatures individuelles. Donc, dans le cas, par exemple, de deux entreprises proches géographiquement pour lesquelles la mise en commun d'un actif industriel serait pertinente. Pour la fourchette d'aide, donc voilà, je vous rappelle que pour Decarbone 25, c'est des aides qui peuvent aller de 0 à 30 millions d'euros. Pour l'appel d'offres, c'est des aides de plus grande ampleur, hein, puisque c'est seulement des aides supérieures à 20 millions d'euros, et avec une limite qui est en fait une limite sectorielle, puisque chaque grand secteur industriel ne peut pas toucher plus d'un tiers de l'enveloppe, ce qui, par conséquent, entraîne également une limite d'un tiers de l'enveloppe par projet. Les coûts soutenus ne sont pas les mêmes pour les deux dispositifs. Alors tout d'abord, pour Decarbone, on s'intéresse seulement au CAPEX, tandis que sur la hausse, ça sera des CAPEX plus des OPEX. Donc je me reconcentre dans un premier temps sur Decarbone avec donc une assiette éligible qui est considérée. Hein. On va venir aider le CAPEX auquel on soustrait les coûts du scénario contrefactuel. Et donc pour la haut, ce seront des CAPEX plus des OPEX sur 15 ans. Et je précise que sur la haut, il n'y a pas de notion d'assiette éligible et pas de scénario contrefactuel. Donc, une fois qu'on vous a dit que ces coûts seront soutenus, comment va-t-on calculer l'aide et quelle est l'aide que vous pourrez demander? Donc, sur Decarbone, c'est une aide, comme vous l'avez vu avec Lucas tout à l'heure, qui devra être inférieure ou égale à 30 à 45% de l'assiette éligible si vous êtes une grande entreprise, selon la thématique et selon votre zone. Pour la hausse, c'est un système un peu différent. Vous n'allez pas directement demander une aide, mais vous allez placer une enchère sur le marché, qui est donc une enchère qui sera en euros par tonne de CO2. Et donc, cette enchère impliquera une aide qui vous sera attribuée, qui devra être inférieure ou égale au surcoût global de votre projet par rapport à la situation actuelle, et ce, en prenant en compte le prix du CO2. La performance attendue pour l'éligibilité, alors on vous l'a déjà montré pour Decarbone 25, c'est un critère qui est très binaire. Hein. Est-ce que votre projet permet d'abattre plus ou moins de 1000 tonnes de CO2 équivalent? Pour la hausse, ce qu'on va vous demander, c'est en situation post-projet, des performances qui sont meilleures que les référentiels SEQE. Donc ça rappelle un petit peu la condition, hein, si vous vous souvenez, qu'on avait sur le TCTF pour les projets hybrides. Voilà, c'est pas exactement la même, mais c'est une règle qui est presque similaire. Et un deuxième critère qu'on a sur la hausse, c'est une performance de décarbonation qui doit être positive pour chacune des 15 années de votre contrat, puisque le contrat durera 15 ans. L'analyse de rentabilité n'est pas vérifiée de la même manière. Donc, pour Decarbone 25, comme vous l'a exposé Lucas, ça sera un temps de retour brut donc qui devra être supérieur à 3 ans. Pour la hausse, c'est un petit peu plus complexe. Hein. En même temps, c'est donc des plus gros budgets qui sont mis en jeu. Ça sera une analyse de plan d'affaires qui sera faite. Et donc, tout simplement, il ne peut pas y avoir de surrentabilité de votre projet en incluant l'aide ADEME. Donc, la vanne devra être inférieure ou égale à 0. Et enfin, on regardera également si vous n'avez pas surestimé le surcoût de votre projet. Enfin, dernière partie, versement de l'aide, on est sur deux dispositifs là qui fonctionnent de manière très différente. Pour Decarbone 25, puisque c'est une aide au CAPEX, vous allez avoir un versement qui va être échelonné lors de la phase de construction de votre actif industriel. Et puis, bien entendu, vous aurez un solde qui va être proratisé. Donc voilà, au prorata de la performance réelle après un an de fonctionnement. Hein, vous rappelez tout de même donc si vous n'atteignez pas la performance,
votre solde sera raboté ou même on vous demandera de rembourser une partie de l'aide. Pour là-haut, donc ce n'est pas un versement CAPEX, mais ça va être un versement annuel post-mise en service de votre actif industriel, et donc qui va être effectué sur 15 ans selon la performance de décarbonation réelle. Vous aurez une possibilité tout de même, pour avoir une petite aide de décaissement au CAPEX, de demander un premier versement optionnel, mais qui sera donc une sorte d'avance, si vous voulez, qui sera donc au fur et à mesure des 15 années suivantes décaissé des aides que vous toucherez sur les autres années. Voilà. Peut-être vous préciser que si, suite à cette comparaison, il vous semble que vous êtes plus intéressé par le dispositif appel d'offres, il y aura d'autres webinaires pour répondre bien plus largement à vos questions sur cet appel d'offres. Voilà, l'objectif de cette petite slide était de vous donner un premier aperçu pour les grosses hésitations. Et on va conclure ce webinaire avec un petit focus sur les C2E. On a eu d'ailleurs quelques questions dans le chat sur les C2E, et je vais te redonner la parole, Daniel, pour nous expliquer tout ça. Voilà, merci. Oui, alors très rapidement, donc les C2E, je pense que tout le monde connaît ce dispositif, qui est le principal dispositif français dans le domaine de la maîtrise de l'énergie. C'est environ 6 milliards d'euros par an qui sont redistribués à travers des primes. Et l'industrie a toute sa part, puisque l'industrie, c'est environ 16% de tous les C2E qui sont effectivement délivrés. Bon, on peut passer à la page d'après. Donc, c'est le pôle national C2E au sein du ministère, bien sûr, qui instruit les dossiers. Et l'ADEME joue le rôle d'expert technique auprès du pôle national. Alors, l'AT2E s'efforce de répondre à vos questions, de vous aider à comprendre des choses qui vous paraîtraient un petit peu difficiles. Si le pôle ne répondait pas assez rapidement, etc., on peut essayer de vous aider. J'ai signalé ici un webinaire le 6 février à 14 h, donc qui peut sur les opérations spécifiques essentiellement. Et puis, il y a un petit motion design en dessous qui explique bien le rôle du ministère, de l'ADEME et de l'AT2E dans ce dispositif. Dernier slide peut-être rapidement. Voilà, donc vous connaissez tous les opérations, non peut-être celui d'avant, vous connaissez tous les opérations standardisées, donc il y en a 36 aujourd'hui, donc qui concernent des choses relativement classiques, je dirais. Bon, en général, dans les sites qui vont concerner cette opération, vous serez plutôt sur des choses non standards, donc vous ferez appel aux opérations spécifiques. Si vous êtes soumis au quota, eh bien, vous devrez également être ISO 50001. Alors, vous pouvez, d'une part, vous allez travailler avec un obligé dans ce genre de choses, bien entendu. Celui-ci devra s'appuyer d'abord sur le guide d'opération spécifique de l'ADEME et également pourra utiliser une fiche synthétique dans le cas où on se pose des questions sur l'éligibilité du dossier. Donc, cette fiche spécifique pouvant être adressée au pôle national. Et là aussi, la T2E peut essayer de vous aider s'il y a des problèmes d'incompréhension là-dessus. Alors, je crois qu'il faudrait quand même revenir un petit peu oralement sur comment ça se passe entre C2E et aide, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de questions de ce qui se passait en amont, en aval, etc. Il faudra peut-être revenir oralement là-dessus. Et voilà ce que je pouvais vous dire très rapidement. Donc, je vous rends la parole. Alors, moi, j'ai noté quelques questions. Je ne sais pas si vous êtes là. Voilà. Si l'ADEME est avec nous. Moi, j'avais noté quelques questions. Donc, je disais, les C2E, il faut peut-être réexpliquer ce que vous avez dit à l'écrit, là. Comment ça se passe réellement entre C2E et Décarbone. Peut-être le réexpliquer. Oui, on peut peut-être essayer de retourner alors sur la slide qui évoque le calcul de TRB, puisqu'en fait sur Décarbone de 25, l'endroit où on prend en compte les C2E, c'est dans le calcul de rentabilité. L'idée, donc ici, vous voyez, c'est le ratio TRB 3 ans après aide, donc il doit être supérieur à 1. L'idée, c'est d'évaluer la rentabilité du projet et que le projet ne soit pas rentable en moins de 3 ans.
Pour ce faire, on regarde les investissements qui sont nécessaires, les CAPEX. On y retranche le scénario contrefactuel, puisque c'est des investissements que vous devriez faire de toute manière. Et on y retranche également les autres aides que vous allez obtenir pour ce projet, qu'elles soient publiques ou privées. Et on divise donc ce résultat par l'ensemble des gains énergétiques qui seront permis par le projet et qui sont finalement votre retour sur investissement. L'idée étant de ne pas avoir un retour sur investissement, de ne pas être rentable en moins de 3 ans, puisque là, on identifierait une surrentabilité. Donc, c'est ici, en fait, finalement, qu'on va prendre en compte les C2E. La vraie évolution par rapport à Décarbone 23 et sur laquelle j'ai peut-être pas tout à fait appuyé en début de présentation, c'est que initialement, on se contentait de regarder les C2E que vous déclariez. Aujourd'hui, et parce qu'on a constaté qu'il y avait un grand nombre de projets qui étaient déposés et qui faisaient des économies d'énergie et qui avaient donc accès à des C2E, on prendra par défaut des volumes de C2E pour les projets réalisant des économies d'énergie, quand bien même vous n'auriez pas présenté de C2E, ni sous la forme d'opérations standards ou spécifiques lors de votre dépôt de dossier. Donc voilà, l'ADEME se réserve le droit d'évaluer un volume de C2E qui nous semble cohérent avec votre projet et de considérer que vous devez aller chercher ces C2E plutôt qu'aller chercher une aide publique, puisque l'aide privée doit être sollicitée avant l'aide publique. C'est ça la logique, c'est le seul endroit où c'est pris en compte. Et c'est l'évolution, c'est une des évolutions une évolution importante par rapport à Décarbone 23, même si de toute façon le calcul de rentabilité se faisait déjà en incluant les C2E, hein, puisque c'est uniquement ce qui est à la charge du porteur qu'on cherche à évaluer. Non, je crois que c'est bien d'insister là-dessus, effectivement. Alors, moi, j'avais noté quelques questions. Je ne sais pas si de votre côté, vous en avez qui vous paraissent également génériques. On peut essayer de répondre aux questions que vous aviez notées, Daniel. Bon, alors, moi, j'avais vu, il y avait beaucoup de questions sur le tiers financement, les CPE, etc. Autrement dit, lorsque le porteur de l'investissement n'est pas l'industriel lui-même. Vous avez répondu dans le chat. Peut-être qu'il faut bien réexpliquer là-dessus aussi. Ouais, alors peut-être rappeler dans un premier temps que cette impossibilité sur de nombreuses thématiques du tiers financement, c'est pas une volonté de l'ADEME, c'est des restrictions qui sont liées à notre cadre réglementaire qui est donc le RGEC, et que donc effectivement pour toutes les opérations d'efficacité énergétique ou de modification du mix énergétique ou matière, eh bien, il sera impossible de déposer un dossier via un tiers financement, et donc le cas particulier des CPE bien connu ne sera pas possible. Il y a quelques exceptions pour lesquelles le RGEC nous autorise à financer des projets en tiers financement, et donc parmi ces exceptions, on peut citer les réseaux de chaleur fatale, les réseaux de CO2 ou encore les réseaux de transport de dihydrogène. D'accord. Il y a beaucoup de questions aussi sur le scénario contrefactuel, mais là, vous avez dit clairement qu'il fallait se rapprocher des ingénieurs ADEME. Hein, je pense là-dessus, c'est effectivement parfois un petit peu compliqué, mais je pense que les ingénieurs ADEME sont là pour aider. Tout à fait. Ce qu'il faut retenir peut-être juste, c'est qu'il faut vraiment avoir en tête que ça, c'est un élément qu'on va venir fortement challenger, et que dans la plupart des cas, même si vous ne faites pas votre projet, il y a des investissements que vous êtes obligé de faire. Il y a quelques rares cas cependant où effectivement il n'y a aucun investissement en scénario contrefactuel et on peut valider ce genre de cas. Mais il faut que ça soit vraiment quelque chose de crédible et qu'on valide avec vous. Et comme l'a dit Daniel, donc on vous invite à vous rapprocher de vos instructeurs en région pour discuter avec eux tout simplement de ce scénario contrefactuel. Le but est vraiment de trouver la juste solution de scénario contrefactuel avec eux. Voilà. Et donc pour les spécificités de votre projet, il peut y avoir des réponses différentes selon les projets. Alors, il y avait aussi une question un peu spécifique sur les unités d'incinération de déchets en dehors de l'industrie.
Alors, il faut savoir que les opérations donc, de valorisation de chaleur fatale sur ces unités sont maintenant éligibles au certificat d'économie d'énergie spécifique. Il y a même une méthodologie qui a été publiée par le pôle C2E, qui est sur le site de la T2E. Donc après un grand nombre de dossiers, quelques bagarres qui ont duré quelques temps, mais les choses sont maintenant relativement claires. Donc voilà, c'est le chemin pour ces incinérateurs aujourd'hui. Il y a eu des questions sur la maturité technologique, mais je crois que vous avez répondu sur le TRL en général. Hein. Les choses étaient claires. Bon, voilà les choses on peut peut-être rappeler à l'oral la réponse. Effectivement, pour la maturité de la technologie, un TRL 8 est un gage de maturité de votre technologie. Et peut-être également rappeler qu'on demande à la fois une maturité donc de l'équipement qui va être installé, mais également une maturité tout simplement de votre projet dans sa réflexion, dans sa réflexion et dans sa mise en place, et que donc ça devra être également une réflexion qui est mature et pas seulement une technologie qui est mature. Il y a vraiment les deux aspects qui comptent. Alors, on vous a demandé aussi quand il y aurait quelque chose pour les projets de moins de 3 millions d'euros. Bon, vous avez répondu clairement qu'il y a les C2E, de toute façon aujourd'hui déjà. Il ne faut pas hésiter à aller les chercher. Pour le reste, on verra. Voilà les questions que j'avais notées rapidement. Je ne sais pas si vous en voyez d'autres qui méritent d'être reprises. Je vois, et je vais peut-être l'adresser quand même. Je vois qu'il y a plusieurs questions sur le budget prévu pour cette relève de Décarbone 25. Il est pas précisé dans le cahier des charges. C'est pas à la main de l'ADEME, mais c'est à la main du gouvernement. Donc voilà, aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas plus d'informations à vous transmettre sur le budget de cette relève. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur lesquelles vous souhaitez revenir? De toute façon, ça a été dit tout à l'heure, je crois qu'on va essayer de mettre à jour la FAQ qu'on avait faite pour les anciens décarbes, je pense, assez rapidement. Le délai est court, ça aussi tout le monde l'a bien noté, bien sûr. Le délai est court et pour l'instant. Le but est bien de remettre à jour cette FAQ en reprenant l'ensemble des questions qui sont revenues lors du webinaire. Je pense quand je regarde la liste de questions, on a réussi à répondre à un très grand nombre de questions. J'en ai pas de mon côté noté certes qui seraient restées de côté. Donc bon, mais si jamais beaucoup de questions, vous avez renvoyé BCIAT, ce qui était logique aussi, je crois, sur pas mal d'actions qui se retrouvent dans BCIAT qui donc ne seront pas dans Décarbone en fait. Tout à fait, on peut citer, comme on en a parlé tout à l'heure, les unités de pyrolyse ou pyrogazéification qui étaient financées sur Décarbone lors de la relève précédente et qui là tout simplement basculent vers le BCIAT. Ça ne veut pas dire que l'ADEME ne les aide plus, mais par cohérence, ces unités seront regroupées avec l'ensemble des autres leviers biomasse pour une meilleure concurrence entre ces leviers. Oui, on a eu la question sur le biométhane de la même façon, je crois. Alors, vous allez aussi recevoir, bien sûr, les slides de la présentation, l'enregistrement, comme ça a été dit tout à l'heure, et puis donc la FAQ dans un délai rapide. Y a-t-il d'autres questions? On est à peu près à l'heure de clôture de notre webinaire. Oui, le timing est respecté. Il me reste à remercier tout le monde, tous les experts de l'ADEME qui étaient mobilisés. Vous étiez plus de 400 à participer à ce webinaire. Donc, bravo pour le volume de questions traitées. Pas de panique pour celles et ceux qui éventuellement n'auraient pas de réponse à leurs questions. Les experts de l'ADEME recevront un fichier Excel complet et se feront un plaisir de répondre dans un second temps par mail aux questions qui n'auraient pas été traitées. Et très bientôt, on vous préviendra également de la mise à jour de la FAQ sur cet appel à projet Décarbone 25. Et Daniel, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous invite à clôturer. Écoutez, merci beaucoup, merci à toutes et à tous, et merci à nos experts de nous avoir explicité en détail cette nouvelle procédure.